Bonjour Hanan. Bonjour. Bonjour ou la bonsoir? Bonjour, bonsoir. Quand tu on est au milieu de la journée. Oh oui. Ah, Et franchement, Allah. 20 heures, bonsoir quand même. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien. Tout va bien? À merveille. Kouchi ouedek. Comme on À la dit, marocaine. alhamdulillah. Alhamdulillah. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton enfance? Mon enfance, c'était une enfance très très simple. Mon enfance, elle n'était pas, tu sais, l'enfance d'un enfant, d'un milieu populaire, simple, une famille simple. C'est tout. Donc, j'avais pas une enfance très très joyeuse et je n'avais pas une enfance très dure non plus, tu vois. C'était quoi ton rêve quand tu étais petite? Je n'avais pas de rêve. On me l'a jamais posé cette question. J'ai découvert qu'on pose cette question-là aux enfants vraiment quand j'ai grandi, mais grandi, ça veut dire après mes 20 ans, soit à la télé, je voyais qu'on posait la question aux enfants, c'était quoi votre rêve? Mais moi, en tant qu'enfant, je n'avais pas de rêve. Je ne pensais à rien. Il y avait juste en fait quelque chose qui était instauré d'ores et déjà. C'était t'es une fille, il faut grandir parce qu'il faut se marier et avoir des enfants. C'était la seule chose que j'entendais autour de moi. Parce que moi, j'étais quand même bien portante. Hein. J'étais pas une petite qui grandissait. Tu vois. Donc, je voyais que ça. Ah, voilà, tu deviens une femme. Donc là, faut faire ça parce que tu vas te marier. Il faut faire ça parce que tu vas te marier. Du coup, pour ta famille, le mariage était plus important que l'éducation? Pour ma famille, oui, le mariage, c'était plus important que l'éducation. Parce qu'on faisait tout pour préparer la fille à ce qu'elle se marie. Et ma mère, elle avait 4 filles. Et pour elle, c'était trop de filles. Il a fallu un certain temps qu'elle commence à marier ses filles. Donc, elle a vraiment commencé à marier ses filles. Donc, elle a commencé par ma sœur. À l'âge de 17 ans, elle lui a imposé un homme. Puis, elle a voulu m'imposer, mais heureusement, je me suis échappée à cette décision. Jusqu'à aujourd'hui, parfois, je me dis, mais comment j'ai fait pour déjouer un peu certaines tentatives, tu vois? Mais il y a des moments très drôles à raconter, je te raconterai plus tard. Donc voilà, c'était ça mon enfance. Hmm. Si tu peux la décrire en un mot. Si je peux décrire mon enfance, c'était une enfance un peu triste Pourquoi? parce que tu ne vivais pas comme un enfant. Tu n'avais pas le droit de jouer, tu ne partais pas au parc, tu ne faisais rien en tant qu'enfant. Tu vivais, tu allais à l'école, et puis l'horloge passe, donc tu deviens une femme. Et moi j'avais un peu peur d'être une femme, je te cache pas. Je me disais à partir du moment où je vais commencer à apparaître ou à changer physiquement, c'est le moment où ma mère va décider de me marier. Donc je faisais tout pour cacher les signes de mon adolescence. Et non, je trouve que c'était une enfance très normale, mais en même temps, je peux dire triste, parce qu'il n'y avait rien de waouh comme enfant, tu vois. Il n'y avait pas quelque chose d'important dans mon enfance, au point que je n'ai même pas de photos de mon enfance. Si tu as un jour un enfant, comment tu comptes l'éduquer? Oh là là. Si j'avais un enfant, tu sais que je parle de ça tous les jours à moi-même. Je me dis, si j'avais un enfant, je lui ferais un book. Si j'ai un enfant, je vais essayer de savoir qu'est-ce qu'il aime, ça, dans quel domaine il a envie d'exceller. Est-ce qu'il aime être artiste? Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la musique, l'art en général. Donc, une fois, je me suis dit, si j'ai un enfant, je le mettrai directement au conservatoire. Parce que moi, j'aurais aimé vraiment, vraiment jouer du piano, de la guitare. Mais à chaque fois, je me dis, si j'ai un enfant, sûrement, il va être un artiste. Je vais le mettre dans un conservatoire. Je vais toute seule. Hein. J'ai pas encore fait d'enfant, mais je dis ça souvent. Chaque fois, je passe devant une guitare, un piano, je me dis, si j'avais un enfant, j'aurais bien aimé acheter ça. Mais bon, c'est pas pour le moment là. Voilà. Comment tu t'es retrouvé ici en France?
Le choix de venir en France, c'est un choix personnel, c'est une décision. Ça veut dire je ne me suis pas retrouvée comme ça du jour au lendemain en France, mais j'ai fait en sorte de venir en France. J'avais fait des tentatives dans le passé. J'étais admise à l'université de Toulon à l'époque, mais je n'ai pas eu la possibilité de venir étudier en France. Et puis, j'ai intégré Radio Plus au moment de la libération du champ audiovisuel. Et du coup, j'ai commencé à travailler en tant que journaliste. J'ai eu la possibilité de venir en France pour travailler, puis après pour visiter. Et à l'époque, quand je travaillais à Radio Plus, j'écoutais plusieurs radios. Parmi ces radios-là, Monte Carlo Doualiya. Et quand je suis venue en France, j'ai décidé de visiter cette radio. Et je me suis dit, pourquoi pas ne pas revivre ce rêve ici en France. J'étais dans les locaux à la maison de la radio, de Radio France. Et sincèrement, je ne te cache pas, hein, la première visite, c'était quelque chose d'exceptionnel pour moi parce que je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi ne pas faire partie de cette équipe-là? Je rêvais. Pour moi, je rêvais. Ça veut dire, il me faisait visiter la radio, tout en sachant que moi, j'avais fait déjà une formation Talent Plus de RFI au Maroc avant de venir en France. Donc, je visitais la radio et j'étais déjà dedans. Et je me suis dit, pourquoi pas ne pas commencer à zéro? J'avais la possibilité, j'avais un visa, je pouvais venir en France. Je ne savais pas si je pouvais m'installer en France. Mais je me suis dit, quitte à tout changer, à tout laisser et commencer à zéro. Et ça a commencé comme ça, en fait. Donc, cette décision, je ne la regrette pas, sincèrement. De tout laisser au Maroc et de commencer à zéro ici De en France. tout laisser. Je travaillais au Maroc, j'avais un très bon salaire à Agadir, j'avais déjà commencé ma vie de femme, ma vie professionnelle, elle était déjà calée. Bon, j'avais quand même un parcours professionnel avant qui était complètement différent. Mais au moment où on a créé cette première radio, c'était vraiment pour les gens de Sousse, Chleuh, les Berbères du Sud, c'était quelque chose d'extraordinaire parce qu'il n'y avait que l'RTM et 2M. Donc, ils avaient une radio qui était en langue arabe, Belmgharibiya, Darija, dialecte marocain, et ils avaient le Tamazirt. Donc, c'était les gens de Sousse, ils ont accueilli Radio Plus comme on était des héros. Hein. Un certain temps, nous étions les vedettes de Sousse Massa, hein, tu vois. C'était parce qu'on était les premiers qui ont initié ça. Mais j'ai tout laissé derrière moi et j'ai décidé de commencer à Paris. Et je ne regrette pas. D'accord. Ça fait combien de temps que tu es en France, du coup? Ça va faire 14 ans bientôt. Ok, du coup, après 14 ans en France, quand tu reviens au Maroc, tu cherches quoi exactement là-bas? Aïe, 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 quand je reviens au Maroc. Ben, pour moi, le Maroc, c'est la famille. Je suis obligée d'aller au Maroc parce qu'il y a mes parents, il y a mes amis d'enfance, il y a aussi mes amis, il y a mes connaissances. Il y a 27 ans de vie au Maroc que tu ne peux pas laisser derrière toi du jour au lendemain. Je ne pars plus au Maroc je ne vais pas te cacher. C'est rare quand je me dis je pars pour me reposer, me vider la tête, parce que quand je pars, je ne fais que courir dans tous les sens. Donc, le Maroc, ce qui m'amène aujourd'hui, c'est mes parents. Et je pense s'il n'y avait pas les parents, je ne partirais pas autant de fois dans l'année. Je pense même que je partirais une fois tous les 2 ans, 3 ans. Mais voilà, il y a plein de choses qui me lient au Maroc. Ouais, j'ai grandi au Maroc. J'aime le Maroc. J'aime beaucoup de choses au Maroc. C'est quand par exemple, quand j'arrive à l'aéroport d'Agadir, il y a quelque chose en moi qui automatiquement me fait sentir. Je ne sais même pas comment le décrire, ce sentiment, parce qu'à chaque fois, je fais même des vidéos. Parfois, je me dis, mais voilà, j'ai le même sentiment, je me sens bien. Est-ce que je me sens chez moi? Je ne sais pas, mais je me sens bien. C'est quand la dernière fois que tu étais là? Il y a 1 an. Quand même. Ouais. C'est un peu beaucoup, et justement, c'est la première fois, je vois sur mon passeport que le tampon de la douane n'est plus comme avant, parce qu'avant j'allais beaucoup. J'étais invitée souvent au Maroc. J'étais dans pas mal d'événements et de festivals, parce que comme j'ai travaillé avant au Maroc, donc on m'invite souvent pour la couverture de certains meetings, d'événements. Et puis j'y vais plus, voilà quoi, parce que par rapport à certaines choses. Mais je reste liée au Maroc. Je suis marocaine, même si je suis française aussi. Mais le Maroc, c'est la deuxième maman. Quand tu
Là, par exemple, quand tu es rentré au Maroc la dernière fois, alors que ça faisait 1 an que tu n'es pas rentré, est-ce que tu as remarqué des différences? Oui, oui. Agadir, ce qu'il faut savoir, c'est qu'après le lancement d'un chantier énorme au niveau de Souss Massadra, elle a complètement changé de visage. D'ailleurs, je me baladais en voiture au centre-ville et j'étais en mode, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Parce qu'Agadir, tu sais, il était délaissé. Il était délaissé longtemps. Donc, on ne l'a pas infrastructuré, on n'a pas vraiment, on ne sait pas vraiment au niveau gouvernemental, au niveau, à plus haut niveau, ça veut dire on n'a pas donné assez de moyens aux gens d'Agadir pour qu'ils puissent évoluer. Donc, on n'a pas de cinéma, on n'avait pas de route, on avait le minimum, tu vois. On a beaucoup d'hôtels parce que c'est une ville touristique, mais il n'y a rien. Tu n'as pas de complexe culturel, tu n'as pas de mall, tu n'as pas de centres commerciaux. Les routes, il n'y avait pas comme aujourd'hui. Donc, ces 2 dernières années, après justement le discours du roi Mohamed VI, donc ils sont en train de tout changer et Agadir, elle a changé pour moi, elle a changé beaucoup. Là, aujourd'hui, j'ai l'impression que je suis à Tanger. Comme j'étais à Tanger, ma dernière visite m'a rappelé vraiment Tanger. Je me suis dit, je suis très contente pour les gens d'Agadir parce que là, on est en train de voir les routes, tout est beau, tout est structuré, on s'est intéressé à l'infrastructure. On est en train de tout refaire. Il va y avoir un des plus grands parcs d'attractions au niveau de l'Afrique. Donc, je pense que les gens d'Agadir vont avoir pas mal de choses pour le futur, en fait. Prochainement. Est-ce que ça t'arrive de te sentir seule en France? Oui, oui. Ben oui. Quand tu vis en France, j'étais mariée 8 ans quand même. Donc la solitude, quand j'étais mariée, je ne l'ai pas vécue. Mais après, ça m'arrive de me sentir seule quand j'ai un manque de préoccupation. Je te cache pas, la solitude pour moi, elle est vraiment liée à ce que je dois faire dans la journée. Quand je me retrouve sur 2, 3, 4 jours, 5 jours, une semaine, par exemple, j'ai pas bougé, j'ai pas voyagé, j'ai pas fait d'activité, j'ai gardé un certain routine, là je me sens seule. Parfois ça m'arrive de me sentir seule quand je pense à ma famille. Je me dis j'aurais bien aimé qu'ils soient là. Je suis quelqu'un qui a toujours voulu faire vivre à ses proches ce qu'il a eu la possibilité de vivre, tu vois. J'avais toujours envie que mes frères et sœurs vivent la même chose que moi, qu'ils aient les mêmes opportunités que moi, qu'ils aient les mêmes possibilités, qu'ils voyagent comme moi. Mais c'est pas possible, tu vois. Donc c'est des moments qui me font ressentir la solitude parfois, quand je pense à ma famille. T'as vécu comment le divorce? C'était une très belle décision. Je me rappelle très bien de la juge, c'était une femme qui a signé mon divorce. Et dans tous les cas, c'était ma première relation. C'était le premier homme dans ma vie. Et la juge, en fait, elle m'a regardé comme ça dans les yeux. J'espère qu'elle va voir cette interview, qu'elle se rappellera de moi. Elle m'a dit, Madame, Monsieur. Elle a regardé mon ex, elle m'a regardé dans les yeux. Elle m'a dit, vous êtes sûre que vous voulez vous divorcer? Je lui ai dit, oui, oui, je veux divorcer. Elle m'a dit, vous êtes sûre? Parce que là, je vais signer, il n'y a pas de retour en arrière. Je lui ai dit, mais bien, si on est là, c'est bien pour signer ce divorce. Elle a regardé mon ex et lui a dit, ça fait plus de 20 ans que je fais ce métier, je n'ai jamais vu un divorce aussi heureux. Je lui ai dit, bah, écoutez, elle a dit, j'ai jamais vu des gens heureux de divorcer, dans la bonne humeur, vous rigolez, vous parlez, vous discutez. Limite, j'ai pas envie de vous divorcer. J'ai dit, si, on a envie de divorcer, mais là, il faut signer, parce que moi, je me suis dit, pourquoi elle posait toutes ces... J'avais un peu peur, tu vois. Et on a bien rigolé, on a fait un selfie avant de sortir à l'extérieur. Elle a toujours le selfie? Non, je ne l'ai plus. Non, je l'ai supprimé. Est-ce que je l'aurais montré Non. Non, je l'ai supprimé, mais je pense que mon ex l'a toujours. Mais moi, je l'ai supprimé. Et tu es toujours en contact avec ton ex? Non. J'ai gardé on est resté en bon terme, mais après, je ne le vois plus, parce qu'il a refait sa vie, il a des enfants, donc voilà. Mais c'était un très beau divorce, parce que c'était un divorce à l'amiable, on s'entendait bien, on a pris ces décisions à deux, et puis... Je sais pas si c'est pas personnel. C'était quoi la raison du divorce, du coup?
C'était deux personnes qui s'entendaient bien, mais qui ne se voyaient plus vivre ensemble parce que, comme je l'ai toujours dit hein, dans ma façon de voir le couple, la femme à 20 ans, elle n'est pas encore à 100% faite pour se marier vraiment, pour construire une famille. Ce qu'elle a de la vie du couple, c'est une vision un peu dans laquelle on retrouve un peu de choses, de fantasmes, tu vois. Se marier pour le meilleur, pour le pire. Je suis là pour mon mari, là. Mais quand tu te maries, en fait, tu confrontes la réalité du couple. Sauf que moi, dans mon couple, je remercie Dieu, c'est qu'il n'y avait pas la guerre, il n'y avait pas la haine. Il y avait du respect, beaucoup de respect, il y avait beaucoup d'amour. On a eu une très belle histoire ensemble. Sauf que pour moi, c'était la première. Donc, j'ai découvert plutôt. C'était la découverte de l'homme. C'était plus la découverte de l'homme que le mariage. Tu vois. Ça veut dire, j'ai découvert ce que c'est que le mariage. J'ai découvert ce que c'est qu'un homme. Tu as découvert ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. J'ai découvert la femme que j'étais. Je ne me connaissais pas. Je ne te cache pas que moi, mon mariage, c'était une école de formation, je l'ai toujours dit. Hein. Mon mariage, c'était une formation pour être la femme que je suis aujourd'hui. Et je suis contente parce que je ne suis pas tombée sur un homme qui était mauvais, qui était violent. Mon ex, il était quelqu'un qui comprenait, il était compréhensif. C'était quelqu'un qui m'a aidé à faire plein de choses. Il m'a appris beaucoup de choses, sur, que ce soit au niveau professionnel, personnel. C'était quelqu'un de cultivé. Donc, ça m'a formée, ça m'a forgée pour être aujourd'hui la femme que je suis. Et c'est ça, c'est vrai. Ouais. Est-ce que c'est à revivre? Est-ce que c'est? À revivre? Non. Non. Tu as dit que c'était une formation pour toi. C'était une formation, mais non, c'était pas à revivre. Si je dois le refaire, si je dois dans ma vie éviter quelque chose dans le passé, j'éviterai ce mariage-là. Parce que j'aurais bien aimé me marier par amour, vraiment. Là, c'était pas un amour, c'était pas un mariage. Je le dis, je n'ai pas honte de le dire. C'était mon premier mariage. Ça veut dire que je ne connaissais même pas l'amour. J'ai rencontré un homme, il était sérieux, il m'a dit je veux me marier. Je lui ai dit moi je ne peux pas connaître un homme hors mariage. Il m'a dit moi je me présente et je veux t'épouser. Je lui ai dit si tu veux m'épouser, tu viens à la maison. Il est venu à la maison et il m'a épousée. Au bout de combien de temps? Au bout de 3 mois. Je pense que c'était là le problème. Oui, je pense que c'était le problème. Tout en sachant que je viens d'une société conservatrice, donc je n'ai pas la possibilité de fréquenter un homme, de le connaître, de sortir avec lui. Je le voyais, mais c'était très limité. Je devais le voir une fois, 2 fois, et parce que je le voyais, parce qu'on était en train de préparer le mariage. Mais sinon, j'aurais jamais eu la chance de le fréquenter, parce que c'était impossible. Du coup, tu as eu le droit et l'occasion de découvrir cette personne qu'après le mariage. J'ai découvert cette personne après le mariage. Et c'est pour ça que je parlais d'une formation pour moi. Parce que je ne connaissais pas cet homme. Je l'ai découvert en étant sa femme. Et ce qui était beau, c'est que j'ai de la chance parce qu'il comprenait. C'était pas un Marocain, c'était un Français. C'était en France? Non, c'était au Maroc. J'ai fait mon mariage au Maroc, par contre. D'accord. Et puis, ça m'a formée. Je suis ce que je suis aujourd'hui, vraiment. Pour une grande partie de ma vie de femme, c'était par rapport à ce mariage-là. C'était un beau mariage quand même. C'était pas un mauvais mariage parce que je suis tombée sur quelqu'un qui m'a appris beaucoup de choses et qui m'a aidée, qui a compris ma situation, qui n'était pas dans certaines idées. Donc, ça m'a permis vraiment de grandir. Quelle est la leçon précieuse que ce mariage t'a appris? La leçon précieuse, c'est qu'il ne faut pas se mettre avec un homme par peur d'être seul. Il ne faut pas se mettre avec un homme parce qu'on est dans une société où on arrive à 25 ans, 27 ans, 30 ans, c'est bon. Et à 40 ans, c'est bon, c'est l'horloge biologique, il faut trouver un homme. Et là, tu vas dans le mur. Et beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes l'ont vécu. Moi, je ne parle pas de l'Occident, je parle de notre mentalité à nous, les Arabes en général. Les musulmans qui sont encadrés par la religion, qui veulent faire les choses dans un cadre religieux. On ne se met pas avec un homme ou une femme par peur de quelque chose. Tu choisis ton partenaire.
Parce que tu sois Tu musulman, prends le temps de le choisir. ouais, tu prends le temps de le choisir. Tu prends le temps de le connaître. Tu prends le temps de forger des liens pour comprendre que c'est cette personne-là qu'il te faut pour vraiment avancer. Parce que pour se marier, tu peux te marier avec n'importe qui. Les hommes et les femmes, il y en a partout. Mais est-ce que tu auras la partenaire ou le partenaire idéal pour toi? Oui. Tu vois? Donc non, faut prendre le temps. D'après toi, à partir de quel âge la femme peut se mettre en couple ou bien peut se marier? À partir du moment où elle a réalisé ses rêves. Ça peut durer longtemps. Je ne suis pas carriériste. Je ne suis pas du tout. Je ne fais pas partie des femmes carriéristes. Mais je dis que faut étudier. Moi, je parle des femmes qui ont fait des choses dans leur vie. Parce que si tu es une femme qui, à 20 ans, a quitté l'école ou qui n'a jamais fait l'école, oui, à partir de 20 ans, marie-toi, pour moi. Tu vois, marie-toi. À part si tu es une femme ambitieuse, même si tu n'as pas fait l'école, mais tu as envie d'apprendre, de connaître, oui. Mais moi, je parle des femmes qui ont fait l'école, qui ont vraiment entamé une vie professionnelle. Je ne parle pas de carrière, hein. Je le répète. Je dis qu'une femme, à partir du moment où elle a travaillé, elle s'est sentie complète, elle se dit, à ce moment-là, je veux un partenaire. Parce que c'est à ce moment-là où la femme aussi, elle fait le bon choix. À partir du moment où tu fais le bon choix, ça veut dire que l'homme aussi, il a fait le bon choix. Tu vois. Donc, moi, je suis contre se marier à 20 ans. Parce que ni l'homme ni la femme sont vraiment faits pour se marier à 20 ans parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que mariage. Moi, je conseille à tout le monde, pour toute personne qui a envie d'entamer une vie de couple, moi je parle de mariage, d'avoir une consultation avec un coach, un spécialiste, voir certaines choses, parce qu'on n'est plus dans le monde des bisounours. Tu vois, c'est plus oui, je me marie, mais je l'ai vu, il me plaît, c'est bon, allez, on se marie et la vie, elle va être non. Si tu vas juste te marier pour divorcer au bout de 3-4 ans, c'est pas la peine. Pour moi, c'est pas la peine, ça fait trop de dégâts. Parce qu'il y a des femmes qui se marient qui n'arrivent plus à divorcer. Il y a des gens qui sont toxiques. Il y a des femmes qui sont toxiques, il y a des hommes qui sont toxiques. Il y a des relations qui sont trop compliquées. Tu vas faire des enfants avec un homme avec lequel ou tu vas quitter après. Donc pourquoi faire tout ce chemin alors que tu as la possibilité d'apprendre avant d'être la femme de quelqu'un ou avant d'être l'homme de quelqu'un. Voilà. Est-ce que tu considères que tu es chanceuse de ne pas avoir des enfants avec ton ex-mari? Oui. Tout en sachant que j'ai perdu un enfant. Donc, je l'ai perdu et après le divorce, je me suis dit, ça tombe très très bien. Je pense que c'était un mal pour un bien parce que je ne voulais pas avoir un enfant monoparental. Je vois beaucoup d'enfants souffrir de ça. Et je me suis dit, j'aurais divorcé sûrement, même si j'avais un enfant. Donc, j'aurais pas aimé voir mon enfant souffrir de l'absence de son père. Et comment tu as vécu la situation au moment où ça s'est passé? Au moment où j'ai perdu mon bébé, bah c'est comme on est des croyants, on croit en Dieu, donc tu dis la Allahu khayr, tu dis c'est Dieu qui a voulu le prendre, donc c'est Dieu qui décide. Et c'était plutôt ça, c'était vraiment ça. Je me disais, il y avait sûrement une leçon derrière. Et c'est comme ça que je vois la vie en général. Chaque rencontre, chaque situation, chaque événement qui se présente dans ma vie, je me dis, je suis sûre et certaine qu'au bout de 2, 3, 4 ans, 5 ans, 10 ans, je dirais, finalement, Dieu a bien fait les choses. Oui. Ouais. Est-ce que tu as déjà pleuré sans raison? Sans raison. Est-ce que j'ai pleuré sans raison? Ça m'est arrivé d'avoir des moments de pleurs, mais il y a des raisons. Parfois, elles sont cachées. Mais moi, je me dis que quand il faut pleurer, il faut pleurer. Mais j'ai souvent pleuré sans que personne me voie. Je suis déjà une pleurnicheuse, moi. Si je vois un ami ou quelqu'un ou une situation ça me touche, en fait, je pleure. J'ai les larmes aux yeux, je les ai faciles, en fait.
C'est pas une histoire de dire que moi je pleure pour rien, pour tout et n'importe quoi. Mais je suis quelqu'un de très sensible. Ça veut dire que moi, ça m'est arrivé de pleurer avec des invités dans le studio. Ça m'est arrivé de pleurer parce que je regarde un film. Mais ça m'est arrivé de pleurer toute seule parce que je me dis, ah, ma famille me manque, j'aurais bien aimé voir ceci, j'aurais bien aimé partir, faire ça avec eux, tu vois. C'est souvent les moments de famille qui me mettent les larmes aux yeux, en fait. Souvent, vraiment. C'est des moments de famille, amicale, qui sont, ouais, c'était ça. Ouais, Est-ce que tu es heureuse dans la vie? je pense que oui. Comment tu peux définir Ah, ta ça? question, c'est très difficile parce que j'ai, j'ai écouté, on va dire, j'ai regardé la vidéo d'une scientifique américaine, j'ai oublié son nom. En fait, elle parlait du bonheur. Qu'est-ce que c'est que le bonheur en vrai? Est-ce qu'il y a vraiment un sentiment? Quand je dis je suis heureux, est-ce qu'on peut dire qu'on est heureux? Je ne sais pas comment te dire. Je ne pourrais pas déterminer ce sentiment, mais souvent je dis, avec la comparaison de ce que j'avais avant, de ce que j'ai aujourd'hui, de tout ce que j'ai pu faire dans ma vie, surtout les 20 dernières années de ma vie, ou les 15-16, je me dis j'ai eu beaucoup de chance de ne pas finir en tant que femme au foyer avec un homme que je n'ai pas choisi. J'étais vraiment un certain temps, j'étais dans la voie d'être ça, tu vois. Parce qu'on a essayé de me trouver un homme, de me marier, Je me dis que j'ai pu quand même refaire des études, j'ai pu quand même voyager, j'ai réalisé plein de choses, tu vois. Aujourd'hui, rien que le fait d'avoir ma carte bancaire sur moi et de dire, je vois quelque chose et je me dis, moi je parle pas, je suis pas une riche, je parle à mon niveau, et je me dis j'ai envie de faire ça et je vais le faire, c'est un bonheur absolu. Donc, alhamdoulilah, je pense que oui, je peux dire que je suis heureuse. On peut avoir des moments de tristesse, c'est normal. Tu perds quelqu'un de très cher, tu te prends la tête avec ton responsable de travail, avec ton collègue, tu es énervé. Mais sur les 90% de temps de ma vie, alhamdoulilah, je suis heureuse. Qu'est-ce que tu as récemment découvert en toi et que tu t'es dit, ah ouais, ça a pris beaucoup de temps pour que je découvre ça en moi. J'ai découvert que je suis patiente, ya Mohamed. J'ai une patience. عرفتي شنو هي صبر أيوب؟ La patience de Ayoub, alayhi salat wa salam. J'ai découvert que je suis patiente, mais une patience inouïe. Tu peux me donner un exemple? En fait, je suis passée par certaines choses dernièrement qui ont fait que moi, je sais déjà que je suis quelqu'un qui n'est pas prise tête, tu vois. Je suis quelqu'un de très simple. Je ne dramatise pas, tu vois. Anna Matalen, quand s'il y a un tremblement de terre, je te dirais t'inquiète pas, c'est rien. C'est un tremblement de terre. Hein. Autour de moi, mes amis trouvent ça, c'est pas normal. Pourquoi tu simplifies tout? Pourquoi tout est normal pour toi? Mais en fait, c'est pas tout est normal. Je me dis en fait que ce qui arrivera, arrivera. Tu vois. Si quelque chose doit arriver, elle va arriver. Ce qu'il faut en fait savoir, c'est comment gérer la situation. Et en fait, j'ai une patience à à ne pas vraiment me mettre dans la panique, à dire ok, ça va, ça va, ça va, ça va. Et je suis passée par des moments où je devais vraiment, vraiment péter les plombs et j'étais patiente. Des moments très difficiles et j'étais patiente. Et je me suis dit vraiment, là dernièrement je l'ai dit, wallah al-adim, je me suis dit purée mais je suis patiente, c'est pas possible d'être patiente avec tout ce qui nous arrive, tout ce qu'on vit. La patience que j'ai, elle est rare. Je peux te le dire, elle est rare. الغربة. Ah, la ghorba. Bah, c'est très difficile pour trouver vraiment une réponse à ce que c'est que le ghorba pour quelqu'un.
Parce que moi, et c'est vrai en plus, d'ailleurs, je le répète, je dis que le ghorba, elle est liée à ma situation financière, à ma situation sociale, à ce que j'ai réalisé dans ma vie. Parce que j'ai beaucoup de gens que je connais qui sont autour de moi, qui sont ghoraba, qui sont étrangers chez eux. Mhm. Il y a des gens qui n'ont pas la possibilité de tenir les deux bouts parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et ils ne se sentent pas bien chez eux. Ils te disent « Ana maghribi, wa aïch fil maghrib, j'ai pas les moyens de finir le mois, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. » La personne, la première des choses qu'elle sort de sa bouche, « J'ai envie de partir. J'ai envie de partir. » Donc, tu peux te sentir gharib, étranger chez toi. Or, pour moi, le ghorba, elle est liée à mon gain-pain. Elle est liée au pain, comme on dit. À partir du moment où j'ai mon travail, j'ai mon appartement, j'ai des racines que j'ai créées ici, en fait, je ne suis plus vraiment étrangère chez moi. Parce que sinon, là, tu vas me parler de se sentir vraiment dans une société qui me ressemble. Moi, je n'ai pas besoin d'avoir des Marocains autour de moi pour me sentir bien. Je n'ai pas besoin de voir des Marocains partout, dans tous les coins de rue, pour dire « Ah, c'est bon, là, moi, je suis plus... Rani ma plus, je fais le ghorba, tu vois. » Pour moi, la France, c'est une terre d'accueil, exactement comme si tu me parles des États-Unis, du Canada, c'est à toi de te sentir bien. C'est pas une histoire de l'ghorba. Moi, je suis complètement contre le discours de Hassan Tani qui dit que le Marocain ne peut pas s'intégrer ailleurs. Ou là, quelqu'un qui te dit que l'Arabie ne peut pas s'intégrer ailleurs. Ça, c'est des obstacles que tu crées toi-même. Ce sont pas des vrais obstacles. Parce qu'on a des Marocains qui sont plus français que les Français eux-mêmes. Qui sont, pour eux, la France, c'est leur pays, avec ses problèmes et ses racismes. Donc, le ghorba, j'ai un lien très particulier avec. Je ne me sens pas vraiment étrangère en France. Je me sens chez moi. Moi, j'ai fait pas mal de vidéos sur ce que ça veut dire le nationalisme. Qu'est-ce que ça veut dire être nationaliste? Est-ce qu'on a le droit d'être nationaliste? Est-ce qu'on a le droit d'aimer son pays au point d'être raciste envers les autres? Est-ce qu'on a le droit d'être raciste? Tu vois, on a parlé du racisme. On a dit que le racisme n'était pas français ou marocain. Le racisme, il est humain. Pour moi, c'est tu es né raciste, oui ou non. Combien de Français aujourd'hui vivent au Maroc? Moi, je ne parle pas de ceux qui ont voté RN, parce que le vote, ça reste un choix. Tu peux voter RN, mais aimer les autres, tu vois, parce que tu te retrouves dans le RN. Parce qu'on a aussi fait que la situation de la France aujourd'hui, politiquement parlant, a poussé beaucoup de gens, y compris des Arabes, à voter RN. Donc, comment tu peux t'appeler Mohamed et tu votes RN? Moi, si Jean-Claude vote RN, ça ne me dérange pas. Mais Mohamed, Ali, l'Algérien, le Marocain, les Tunisiens, qui sont fiers, qui disent « Ah, mais moi, je vote RN parce que moi, j'en ai marre des Arabes. » Mais toi, t'es un Arabe. Mais t'en fais partie, frère. Voilà, tu fais partie de ces Arabes. Donc, pour moi, le racisme n'est pas français. Le racisme, il est là avec l'humanité. Moi-même, quand j'étais petite, je te le disais, je t'ai dit, moi, quand j'étais petite, on m'a traité de khloucha, on m'a traité de zia. Ma propre mère, elle trouvait pas normal qu'elle ait une fille qui a la même couleur que moi, qui a des cheveux frisés, qui a des lèvres un peu grosses, pulpeuses, qui a un nez, il m'appelait tu vois, t'as pas un nez aquilin. Il voyait que j'avais des traits qui étaient des traits de noir. Et tu imagines dans ta propre famille, quand on mangeait dans le même plat, quand tu tendais la main pour manger kskso la tagine, on disait « Ah, zia dielna ». Donc moi, je l'ai subi chez moi. Ce racisme-là, j'ai grandi avec. Ça t'a impacté? Alors, je ne te cache pas qu'au Maroc, je ne savais pas ce que c'est que le racisme. Moi, on m'a toujours traité de khloucha, de zia, c'était pour moi normal, j'en rigolais. Mais quand je suis arrivée en France, je ne te cache pas que c'était difficile. Je me suis dit, mais attends, mais les gens en France, ils parlent du racisme. Mais en fait, en vrai, moi, ça veut dire que j'ai subi le racisme dans ma société et par ma propre famille, mes propres frères et sœurs. C'est pas logique. Donc, je commençais à regarder, à voir que les Français sont racistes contre les Noirs, contre les Arabes, ce qu'on a vécu, comme par exemple l'affaire Naël, plein d'affaires comme ça où on a tué des étrangers, tu vois. Donc, j'ai mis tout ce qui est affaires politiques de côté et je me suis intéressée au racisme. D'où ça vient? C'est comment? Est-ce que les Français sont racistes? Et pour moi, les Français ne sont pas racistes parce que tu vas dans le Golfe, les gens du Golfe sont plus racistes que la plupart des Français. Moi, je pense qu'un Français, c'est un racisme light. Hein.
Parce que tu vas dans les pays du Golfe, Un racisme Qatar, modéré. ouh là là, mais là-bas, tu n'as Là-bas, ni le droit d'avoir les mêmes droits, ni le droit d'ouvrir ta bouche, ni le droit de t'exprimer. Tu viens chez eux, tu travailles, et encore, tu es payé moins, tu es exploité, tu as le droit à tout, et tu n'as pas le droit à une vie comme les autres ils ont. Ça veut dire le Mouatinin, ce qu'on appelle Mouatinin, c'est les gens originaires de ces pays-là, qui ont le droit d'avoir les aides du pétrole, qui ont le droit de profiter du pétrole, qui ont l'argent du pétrole, sauf les étrangers. Donc, tu vas me dire que les Français sont racistes? Bah, pour moi, non. Ils sont juste nationalistes, racistes, comme tous les racistes du monde. Comment définis-tu une personne toxique? Comment définir une personne toxique? Tout le monde parle de toxique, femme, homme, pervers narcissique. Aujourd'hui, on a inventé une nouvelle chose. Sociopathe. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça. D'accord. Une personne toxique, c'est simple. C'est une personne qui n'est pas bien avec elle-même. Et ça, c'est très vrai. Quand tu n'es pas heureux dans ta vie, quand tu ne souhaites pas le bonheur aux autres, quand tu ne vois pas le bonheur dans ce que tu fais, quand tu vois que ta vie est ratée, quand tu te compares aux autres, quand tout ce que tu fais pour toi, c'est rien. Tu ne fais rien, mais le bonheur, tu ne le vois que chez les autres. Alors là, tu es une personne, comment te dire, tu vas détruire en fait tout ce qui t'entoure. Et il y en a beaucoup aujourd'hui. En Occident, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui sont tristes et qui ont rendu la vie des gens tristes. Ça veut dire que c'est des gens toxiques. J'ai rencontré des gens toxiques dans ma vie. J'ai même rencontré un homme toxique, une personne qui, à longueur de journée, te demandait de faire beaucoup, te demandait plus, te demandait d'être quelque chose que tu n'es pas, qui veut te changer, qui n'était heureuse que si tu es entièrement, en fait, dévoué à son service. Et là, pour moi, c'est destructeur. Quand tu n'es pas heureux, c'est simple, tu es toxique. C'est ça la combinaison en fait. Tu es heureux, tu es quelqu'un de bien. Tu n'es pas heureux, tu te plais pas, tu n'aimes pas ce que tu fais, tu vois que les autres font et toi tu ne fais rien, tu es toxique. Et le vécu fait que les gens deviennent aussi toxiques. Si on est élevé dans des familles violentes, avec des parents qui ont été violents, dans un cadre familial très violent, ça c'est des gens souvent toxiques. Souvent toxiques. Quel est le moment le plus difficile que tu as vécu dans ta vie? Ouais, le moment le plus difficile. Ouais, très belle question. C'est la mort de ma grand-mère. Parce que c'était la mort de ma mère. C'est-à-dire? En fait, la mort de ma grand-mère, jusqu'à aujourd'hui, je vais pas te dire que je le vis mal, mais ça m'a affecté beaucoup. J'étais très proche de ma grand-mère. Elle m'a élevée. C'était ma mère, en fait. Tu sais, quand tu as ta mère, mais que tu ressentes en fait que c'est bon, c'est fini, c'est ta mère qui est partie en vrai. C'était le seul moment, je pense que c'était le moment le plus difficile de ma vie. Parce que ça m'a pris du temps pour le comprendre, pour le digérer, pour accepter que ma grand-mère n'est plus là. C'était un repère en fait. Elle est partie dans un moment très crucial de ma vie, c'était l'adolescence. Et ma grand-mère, elle n'a pas été à l'école. C'est pas une femme qui a lu des livres, mais c'était une femme d'une douceur. C'était ma mère. Qu'est-ce que tu voulais lui dire, mais t'as pas eu l'occasion ou le temps de, de lui parler avant qu'elle parte? Ah, ma grand-mère, Allah yarhamaha. Qu'est-ce que j'aurais aimé lui dire? Lui demander de pardonner ce que ma mère a fait. Ouais, j'ai pas eu le temps. Et pourtant, je l'ai accompagnée presque au dernier moment de sa vie.
J'étais la dernière qui l'a accompagnée avant qu'elle soit transportée à l'hôpital. Et elle a rendu l'âme à l'hôpital. Et elle a souffert beaucoup, ma grand-mère, mais c'était une femme, elle a souffert, mais elle a voulu nous donner tout à travers ma mère, sauf qu'elle n'a pas, elle a pas su, elle n'a pas vu ce qu'elle voulait, tu vois. Elle nous a protégés beaucoup. Elle nous racontait j'ai appris beaucoup de proverbes grâce à ma grand-mère. Et c'était notre petite étoile qui est partie trop tôt. Et ton frère? Mon frère, Allah yarhamou. Pourquoi tu me poses cette question? انت حالف تتبكيني اليوم وعلاش اخويا تهضر لي على خويا ويلي ناري حرام عليك ايوا je viens de perdre mon frère en plus je te l'ai dit. Et mon frère quoi? Comment t'as vécu sa mort? Je le vis encore. Il est parti il y a pas longtemps. C'est très difficile parce qu'on a deux responsables. On a l'État qui délaisse ses citoyens parce qu'on ne peut pas demander aux citoyens d'aimer un pays si on leur donne pas les moyens d'aimer ce pays. Tout le monde, c'est pas que les Marocains, n'importe quelle personne aime son pays. Mais quand on voit les gens mourir parce qu'on est incapable d'avoir un service de santé à la hauteur des citoyens, c'est que de quel amour je dois rendre en fait, comment te dire, comment je dois aimer mon pays. Moi j'ai vu mon frère mourir en fait délaissé par les services de santé, tu vois, parce qu'on nous a demandé beaucoup d'argent, parce qu'on n'avait pas le temps d'avoir cet argent-là, parce qu'on était pressé par le temps, parce que sa situation elle était très 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 grave, et qu'en fait tu allais dans les hôpitaux, on le refusait, on refusait de l'opérer, on refusait de faire cette opération parce qu'il a fallu donner de l'argent. Et en fait le temps de chercher de l'argent, le temps de régler la situation, la famille aussi, j'ai pas envie de mettre le poids sur les parents, sur les frères et les sœurs, mais en fait c'était dur pour moi de voir une personne partir aussi jeune, comme ça, aux yeux, devant tout le monde, pour une histoire d'argent de 10 000 euros, de 15 000 euros. Tu vois. Ça, pour moi, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus qui a beaucoup tourné au Maroc, sur le ministère de la Santé, les cadres de santé au Maroc, les médecins, les infirmiers, les urgentistes, sur l'hôpital Hassan II, qui est une tombe en fait, qui est une tombe. J'y étais dernièrement, c'est une catastrophe. Les gens sont par terre, il y a du sang par terre, les gens, c'est sale, c'est dégueulasse. On dirait des animaux à l'hôpital. Tu arrives à l'entrée de l'hôpital, on dirait dakhel zriba, tu vois. On dirait, tu dis mais où est le ministre de la santé? Où sont ces gens? Il n'y a personne. Celui qui donne la loi, celui qui fait la loi devant l'hôpital, c'est le gardien. Donc, je ne l'ai pas encore oublié, j'y pense tous les jours. C'était dur en fait de lui parler jusqu'à la dernière minute et puis on t'appelle quelques heures après, on te dit qu'il est parti. Et tu te dis, mais en fait, personne n'a pu rien faire. Ni nous, ni les services de santé. Et ça me fait mal un peu. Mais bon, Allah yarhamou. Allah yarhamou Salih, Allah. Ouais, j'ai rêvé de lui cette nuit. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire? J'ai envie de lui dire que je ne lâcherai pas sa famille et qu'il sera fier de sa petite fille, même s'il n'est pas là. Parce qu'il a voulu qu'elle soit médecin. Et il travaillait dur pour subvenir à ses besoins. Mais Inch'Allah.
انت بغيتي المشاكل ان شاء الله. Ouais, ça fait mal au cœur. C'est pour ça que je me sens pas étrangère en France. Parce que tu ne peux pas vivre une injustice pareille. Je l'ai jamais vécu, Anna. Je me suis fait opérer à la Pitié-Salpêtrière. On m'a pas demandé de payer avant de m'opérer alors que j'étais pas française. Même si la situation des hôpitaux a changé aujourd'hui en France. Mais jamais, si tu arrives dans un hôpital, le plus pourri en France, en détresse, on va pas te demander de payer, tu es en train de mourir, on va te demander de payer avant de t'opérer. Ça, pour moi, C'est inhumain. c'est la seule chose qui a fait que j'ai changé ma vision de voir le Maroc. Je l'aime, mon pays, mais je ne l'aime plus comme avant. Je te dis la vérité. L'ard, pour moi, la terre, ma patrie, c'est ma deuxième mère. Tu vois, ma mère, elle m'a donné la vie et je me suis retrouvée sur cette terre. Mais voir un de tes proches mourir parce que il peut pas payer, ça m'a déchiré le cœur à Mohamed. Ça m'a déchiré le cœur. Et je pense qu'à chaque fois, mais le problème, c'est qu'à chaque fois que je parle de ça, j'ai les larmes aux yeux, tu vois. Parce que tu te dis, 10 000 euros, c'est quoi en fait? 10 000 euros, en vrai, c'est rien. C'est juste qu'il a fallu le temps pour le faire. Mais tu vois, il n'a pas des parents riches, il n'a pas des frères et sœurs qui ont les moyens. Donc on était en train de... Mais on n'avait pas le temps, on avait une semaine pour faire l'opération. Mais Dieu a fait autrement. Ouais. Rabbi Bra, comme on dit. Ouais, exactement. C'est un message au monde. Oh là là, au monde, on est dans la merde en vrai. Tu vois, un message que j'ai au monde, c'est très compliqué. C'est très compliqué à passer des messages au monde parce que on a découvert avec ce qui se passe à Gaza aujourd'hui que le monde dans lequel on pensait vivre n'est pas le même. Complètement. Ouais, complètement. Quand on est vraiment impuissant face à ce qui se passe en Palestine, c'est que même les gouvernements les plus puissants n'arrivent pas à dire stop, n'arrivent pas à demander aux Israéliens d'arrêter de tuer et de ne pas prétexter que dans les hôpitaux, il y a le Hamas, dans les cantines, il y a le Hamas. Non, mais le Hamas, il est caché dans les marmites des cantines. Non, mais c'est bon. On a essayé, on a rasé les hôpitaux, on a rasé les écoles, on a rasé les camps, on continue à raser les gens. Non, mais je n'ai rien contre les Juifs. Nous avons des Juifs au Maroc. Je n'ai strictement rien contre les Juifs. Mais je sais qu'il y a des Juifs qui sont anti-Israël. L'État d'Israël, la constitution, la composition de cet État n'est pas représentatif de la pensée juive partout dans le monde. On a vu même des Juifs à l'intérieur d'Israël qui sont manifestés contre la politique de Netanyahou, manifestés contre ce qui se passe, mais tu as tout le monde qui ferme les yeux. Oui, mais bon, ils ont bombardé une école, c'est pas grave, des enfants. Non, mais tu vois, des enfants, tu as des vidéos qui arrivent tous les jours. Tu te dis, mais comment personne n'arrive à arrêter ça? Donc, et tu me demandes de passer un message. Mais le message que j'ai envie de dire au monde, c'est qu'on est mal barré. On est mal barré. On va droit au mur. C'est... Voilà. J'ai même pas les mots. C'est la catastrophe. C'est la catastrophe. On finit sur ça. On finit sur ça. Aïd, أنا ما عنديش مشكل, c'est comme tu veux. T'as des questions, toi, que tu veux que je pose? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est toi qui décides, Anna, je réponds à ce que tu me... Est-ce qu'il y a des questions importantes que j'ai posées dans le premier interview que j'ai pas posé maintenant? Waouh, je me rappelle plus, Anna, de la première. Yeah. والله je me rappelle plus. Saad المجرد, on avait parlé de ça. بحق شوف حاجة واحدة كنت تهضري خايبة على سعد المجرد جو با بوستي bon, علاش؟ اجي عندي عزيز داك الولد لا mais tu sais que أنا je l'aime bien. لا je l'aime bien الصراحة. شوف شنو ما دار أنا والله أخويا لا je l'aime bien. مشرف المغرب والله ما مشرف والو. شوف مشرف المغرب ناري لو كان عرفتي انت سعد في اليامات ديالو اش كان ارتستيكمون سمعت لي بزاف د الحاجات ارتستيكمون
Mais Anna, j'ai jamais dit ça. Hein. J'ai jamais parlé de son côté. Tu sais que Pervers. Anna, je connaissais. Tu sais que Anna, j'ai plein d'amis en commun. كانوا كيوصلوني des infos exclusives عليه. Je me suis dit, je vais jamais utiliser ça. باش ندير على ظهرو أنا. Jamais de la vie. Je suis pas du tout comme ça. Tu vois, jamais de la vie. أنا فاش كنطلع كنت كنقول غير le PV. Le PV كيقول هكا. L'affaire فيها هكا. On va attendre le jugement. Mais les gens, ils n'ont pas accepté que أنا مغربية نهضر على سعد. Tu vois. Pour les Marocains, t'es marocaine. Comment ça se fait que t'es marocaine, tu descends un Maroc? Mais en fait, je n'ai pas descendu Saad. En fait, je suis juste réaliste. Saad, je l'aime beaucoup. Je l'ai invité dans mon émission 2 fois. J'étais en communication avec lui. C'est un artiste, j'aime sa voix. Anna, aujourd'hui, tu me dis la meilleure voix au Maroc masculine, je te dirais Saad. Ou féminine, féminine, c'est Dunia Batma. عندك دنيا باتما عندك أسماء المنور. Mais Anna, je suis fan de la voix de Dunia Batma. Mais je ne suis pas pour sa façon de gérer. Sa personnalité et sa vie artistique. Quand tu es un artiste, tu n'es plus à la portée de tout le monde. Tu représentes ton pays, tu n'es plus toute seule, tu as un public qui te regarde, tu es quand même l'ambassadeur de ce pays. Donc, s'il vous plaît, mais faites attention à vos actes. Faites attention. Et quand tu tombes quand tu fais, par exemple, là, quand tu te retrouves dans la situation de Saad Mjarrad, tu n'as pas le choix que de faire exactement comme ce que Saad Mjarrad a fait. Moi, j'ai apprécié une chose, c'est qu'il n'a jamais donné de témoignage, c'est qu'il n'a jamais communiqué sur ce qu'il a fait. Il a laissé la presse et les avocats gérer tout ça. Et ça a joué pour lui. Parce qu'en vrai, le silence, comme ils disent, le silence min dahab, c'est en or. Ce qu'il a fait, lui, c'est quelque chose. Parce que ça lui a permis de garder sa place, artistiquement parlant. Parce que le Canada, c'est possible. Ça allait vraiment jouer contre lui. De toute façon, mais ça devrait être le cas pour n'importe quel artiste. Ça devrait être le cas pour n'importe quel artiste. Au moment où tu commences à faire des lives, à entrer dans des conflits avec d'autres artistes, t'es plus l'image que les fans attendent de toi. Du coup, tu chutes. Ce qui est arrivé à Dunia Batma, alors que Dunia Batma pouvait être l'une des meilleures chanteuses du monde arabe. Dunia, elle était sur la voie de devenir, après Keltoum, pour moi, elle était sur la voie de devenir la number 2, pas la number 1. La number 2, parce qu'avant elle, il y avait quand même des divas. Mais malheureusement, c'est l'immaturité. Et c'est le fait aussi que la vie qu'elle a vécue, Dunia Batma, elle a été un peu délaissée, marginalisée par pas mal de grands artistes. On n'a pas voulu l'aider. Elle a quand même participé dans pas mal de compétitions où elle a été toujours éjectée. Donc quand elle est devenue artiste, elle est arrivée du golf, elle s'est dit, ok, maintenant je me venge. Et moi je lui dis clairement, elle a voulu se venger des gens et se retrouver aujourd'hui avec 1 an de prison. Et c'est triste, je trouve. Mais je pense que ça doit lui servir de leçon pour ne plus refaire et pour ne plus entrer dans des magouilles, dans des règlements de compte, dans des sites internet. Concentre-toi sur ton art, sur ta voix. Et ceux qui veulent aboyer, c'est leur problème. Qui t'as eu du mal à pardonner? Qui j'ai eu du mal à pardonner? Oui. Voilà, c'est une triste histoire d'amitié. Une personne que j'ai rencontrée qui est devenue ma meilleure amie, voire que je présentais comme ma sœur, que j'ai beaucoup aidée, au point de lui trouver un travail là où je travaille. Et puis, c'était l'erreur de ma vie. Au début, j'avais du mal à pardonner la trahison de cette amitié. Et puis, je me suis juste rendu compte, en fait, que quand on donne, il ne faut pas attendre une récompense. Et si on donne et qu'on reçoit le contraire de ce que nous avons donné, de ce que nous avons fait, c'est juste en fait que c'est une leçon et que je devais apprendre quelque chose de cette amitié. Et cette leçon-là, c'était de ne plus jamais faire confiance aux amis. Ouais. C'est que la première personne qui peut te détruire, c'est ton ami. Mais aussi la première personne que tu trouveras devant toi, qui t'aidera, c'est ton ami aussi. C'est ton ami. Mais la première qui peut vraiment t'enfoncer et qui peut te faire beaucoup de mal, c'est bien ton ami.
Donc, il faut toujours faire attention de ses amis. On a tous des amis. Moi, j'ai des amis que j'aime beaucoup, ils me connaissent. Ils savent que je les aime beaucoup, c'est mes frères et sœurs. Mais le vécu a fait que, parce que je sais moi-même que je ne pourrai jamais faire de mal à mes amis. Mais je sais que mes amis, ce ne sont pas moi. Donc, c'était une très lourde tristesse ça m'a pris beaucoup de temps pour accepter en fait qu'une amie peut, avec tout ce que tu lui as donné, toute l'aide que tu lui as apportée, que tu étais là pour elle et tout, qu'elle se retourne en fait contre toi du jour au lendemain sans raison. Tu vois. Mais je me suis, avec le temps, je pense 1 an après, je me suis dit, mais finalement, merci beaucoup. Et je la remercie d'ailleurs d'avoir fait ce qu'elle a fait parce que c'est grâce à elle que j'ai eu pas mal de belles choses derrière. Et justement, je pense que les amis qui sont autour de moi aujourd'hui, ce sont des personnes qui sont vraies. Et c'était une très belle leçon de vie. C'était une très, très belle leçon pour moi. Vraiment, je la remercie. Et quelqu'un dans ta vie actuellement à qui tu fais confiance aveugle? Dans ma vie? Waouh, quelle question. Je n'ai pas. Une confiance aveugle? Je n'ai pas. Même tes parents? Non. Tu es choquée. Non. Pourquoi? Parce que je ne peux pas. Je ne peux donner ma confiance aveuglement comme ça à qui que ce soit. Est-ce que tu avais donné ta confiance aveugle à ta grand-mère? À ma grand-mère, oui. Mais je n'avais pas besoin. Je n'avais pas besoin de savoir si j'avais confiance ou pas à ma grand-mère, parce que j'étais adolescente. Donc ma grand-mère, elle avait mon amour. Et quand tu as mon amour, c'est que tu as ma confiance. Mais la seule personne qui pouvait me protéger à ce moment-là, c'était ma grand-mère. Et j'ai toujours rêvé qu'elle soit... Je me suis toujours dit, pourquoi elle est partie aussitôt? On était tout petits. On n'a pas vraiment vécu avec elle. On avait tous 2 ans, 3 ans, 14 ans, 15 ans, tu vois. On n'était pas vraiment grands. Donc, c'était difficile de la perdre parce que j'aurais aimé qu'elle soit là. J'aurais aimé la ramener en France. J'aurais aimé lui faire visiter Paris. J'aurais aimé la voir vieillir, tu vois. Lui raconter ce qu'elle me racontait comme histoire, lui parler. Son amour, c'était un amour inconditionnel. Et quand j'avais besoin de quoi que ce soit, j'allais la voir, je lui dis, ma grand-mère, je veux ça, ça. Est-ce que tu peux me faire? Elle allait, même quand elle était malade, elle nous faisait des petits plats et tout et tout. Donc oui, elle avait mon amour, donc elle avait ma confiance, mais j'étais petite. C'est quand la dernière fois que tu as pleuré, pour quelle raison? J'ai pleuré la dernière fois par rapport à la mort de mon frère. Oui, à part ça. Pour le moment, c'est que ça qui me fait pleurer pour le moment. C'est vraiment ça qui me fait pleurer. Je suis très sensible pour le moment par rapport à ça, c'est encore frais. Il y a ce sentiment de culpabilité que j'ai de temps à autre. Je culpabilise beaucoup, mais on ne peut pas revenir en arrière. C'était aussi mon frère le plus proche. J'étais très proche de lui, on se parlait souvent, on rigolait beaucoup. C'était quelqu'un qui était très joyeux. Il me ressemblait un peu sur certains aspects. Et c'était le plus proche pour moi. C'est pour ça que c'est un peu difficile de dire que c'est fini en fait. Que tu ne peux plus prendre le téléphone et l'appeler. Que tu ne peux plus... Tu ne vas plus recevoir de messages, tu vois. D'ailleurs, parfois, quand je pense à ça, j'ai le cœur qui se serre, mais c'est comme ça. C'est la vie. C'est quoi ton plus grand regret de la vie? Mon plus grand regret? Dans la vie, oui. J'ai envie de te raconter une blague par rapport à ça, et ça, c'est vrai. Vas-y. Ça, c'est vraiment vrai. Mon plus grand regret. Je ne sais même pas si ça se dit. Je regrette une chose dans ma vie. C'est que j'ai rencontré un homme il y a, je pense, quelques années de là. Et je ne sais pas pourquoi, chaque fois, je me dis, je regrette de ne pas l'avoir giflé.
Je te parle sérieusement. C'est le seul regret de ma vie. Pourquoi? Parce que cet homme-là, il méritait vraiment une gifle. Et là, je parlais avec mon ami la dernière fois, je te jure que c'est vrai en plus. Je me suis dit, mais c'est le seul regret de ma vie. J'ai pas pu gifler cet homme. Je ne sais même pas si ça peut se dire ou pas, mais je sais pas. Oui. Ah bon? S'il méritait d'être giflé, oui. Ils vont dire, elle me saute. Mais non, parce que c'était vraiment, laisse tomber. Là, entre nous, oh là là, laisse tomber. Et d'accord, parce que je suis partie, j'ai rien dit. J'ai juste dit rideau, m'chit. Avec le temps, je me suis dit, purée, j'ai jamais été violente de ma vie. Tu vois, Anna, je suis très peace and love. Je me suis dit, le seul regret de ma vie, c'est de ne pas avoir giflé cet homme. Quand j'ai boulié d'abord, ça fera. محمد تخلع.